Bonjour à tous. Pour cette petite vidéo de présentation, nous vous proposons un extrait du cours du module intitulé SIP Basics. Donc, c'est un module qui traite un peu des bases en fait du protocole SIP. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques éléments extraits donc de ce module. Alors ici, nous vous présentons un peu la formation d'un invite, ok? Comment est-ce que un invite est formé? Donc nous partons d'un smartphone, ok, qui a installé en fait une application de voix sur IP, ok? Voilà, donc voici l'application qui est là. L'application, eh bien, elle a des paramètres, ok? Donc voici les paramètres de l'application qui ont été configurés ici. Donc, en blanc, ce sont les paramètres en question et en noir, bien, c'est des valeurs qui ont été renseignées pour configurer donc ces paramètres. Donc, pour configurer l'application, on va le dire ici. L'application a bien évidemment un clavier, ok, donc un dialpad qui permet donc de composer un numéro, ok, donc, si vous voulez lancer un appel, vous composez un numéro d'abord classiquement. Donc, il y a un clavier bien, qui vous permet donc de composer un numéro. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que nous allons nous mettre à composer un numéro, justement. Donc, nous composons un numéro 3, 3, 8, 5. Et voilà donc le numéro qui a donc été composé ici. Alors, nous verrons maintenant à partir de ce moment, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton qui représente le téléphone là, qui permet donc de lancer l'appel, eh bien, nous verrons justement comment l'invite, en fait, le message invite, la requête invite, en fait, va se former, va se construire, en fait. Donc, dans un premier temps, le numéro qui a été composé, en fait, sera tout simplement récupéré et positionné au niveau de ce qu'on appelle donc la SIP URI de destination, donc la request URI. C'est la request URI, c'est l'URI qui se trouve dans la request line. OK, voilà. Eh bien, il y aura donc le symbole arrobase qui permet donc de concaténer les différentes données. Et ce qui va venir ici, ben, c'est tout simplement le nom de serveur qui a été configuré dans les paramètres de l'application VoIP. OK, ce nom de serveur, donc disons par exemple sipgate.co.uk. OK. Ensuite, on a bien évidemment le port qui vient se positionner ici et on a la version du SIP. Alors, tout ce que vous voyez là de invite jusqu'à SIP/2.0, eh bien, c'est ce qu'on appelle la request line. Dans cette request line, on a une SIP URI. Cette SIP URI là, eh bien, c'est ce qu'on appelle la request URI. Donc, voici un peu comment la request line déjà se forme. OK. Ensuite, nous passons à l'entête via. Alors, l'entête via, ça sera quoi? Ça sera d'abord SIP/2.0/UDP parce que classiquement, basiquement, on va dire le SIP se fait sur UDP. OK. Donc, ça sera SIP/2.0/UDP d'abord. Et ensuite, l'IP local donc, du device qui est en train d'émettre cet appel-là sera tout simplement récupéré et positionné, OK, dans le header via. OK. Ensuite, on a bien évidemment le port et le paramètre branch qui est toujours dans les header via. Ensuite, nous venons donc au header contact. Alors, sur header contact, nous verrons comment il sera renseigné. Normalement, le header contact, en fait, reprend l'adresse IP locale aussi du device qui est en train de former cet invite. Mais ici, ça ne sera pas le cas et on verra, vous comprendrez pourquoi. Alors, pour pouvoir former ce header contact là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire appel à un mécanisme qu'on appelle le stun. OK. Alors, donc, vous voyez très bien qu'ici, dans les paramètres de l'application, il y a un stun server qui a été configuré. Ok, c'est pas obligatoire, mais ici, on l'a fait justement pour contourner certains problèmes, ok, dont on parlera justement tout à l'heure. Alors, donc le stun server, c'est un stun server de Google tranquillement, voilà, qu'on peut trouver sur Internet, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le device, en fait, va envoyer une requête à son stun server. Je rappelle que le stun server a été configuré dans les paramètres de l'application. Ok, donc le device connaît très bien le stun server en question. Ok, donc le device envoie une requête au stun server pour lui demander en fait son adresse IP publique. Et le stun server va répondre justement, voilà, pour indiquer l'adresse IP publique du device. Alors, il faut dire que le device, en fait, par défaut, ne connaît pas son IP public, ce qui est tout à fait normal. Ok, le device est derrière une box,
ok? Et donc, c'est cette box-là, en fait, qui porte l'adresse IP publique. Donc, le device en lui-même ne connaît pas son adresse IP publique, mais via, justement, le mécanisme de stun, là, en fait, le stun server va révéler au device son adresse IP publique. Et une fois que le device a son adresse IP publique, eh bien, c'est très simple. Pour former le contact, il va d'abord récupérer son numéro ici. Voilà, ça c'est le numéro du compte SIP, tout simplement. Voilà. Et il va le concaténer justement à l'aide du symbole arrobas et il va en fait récupérer son adresse IP publique qu'il connaît maintenant, ok, qui lui a été révélée justement par le stun server. Et bien, il va renseigner en fait son IP public ici. Donc, plutôt que de renseigner son IP local à lui, bien, le device en fait va plutôt renseigner directement son IP public puisque cette IP lui a été justement révélée par le stun server. Alors, on utilise justement le mécanisme de stun pour contourner le NAT. Parce que justement, le NAT en fait cause pas mal de problèmes au SIP, au trafic SIP. Donc, l'un des mécanismes justement pour contourner en fait le NAT en SIP, c'est tout simplement d'utiliser un stun. Voilà. Bon. Et ensuite le port et voilà. Ensuite le header to, on verra comment est-ce qu'on le construit. Ben, le header to, en fait, on va récupérer le numéro qui est décomposé. Toujours. Ok, on le récupère. On le positionne ici. Ok. Ensuite, on concatène avec toujours le symbole arrobase et on va récupérer le nom du SIP server qui était configuré dans les paramètres de l'application. Ok, ce nom-là vient se positionner tout simplement ici. Voilà. Et ensuite le port. Et enfin, le from, comment est-ce que le from est formé? Eh bien, c'est très simple. Nous allons tout simplement récupérer donc le nom du compte SIP, ok, qui est ici. Il vient se positionner ici, voilà. Et ensuite, le nom du SIP server, toujours, qui est configuré dans les paramètres de l'application. OK. Ce nom-là vient se positionner juste à côté et le tout est concaténé à l'aide du symbole arrobase. Et enfin, il y a le tag ici dans le from qui est renseigné. Alors, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de tag dans le header tout, mais il y a un tag dans le header from. C'est tout à fait normal parce qu'à ce stade, nous sommes au niveau de la formation donc de l'invite et donc le device qui est en train de former son invite en fait renseigne un tag. Ok. Alors en SIP, il y a ce qu'on appelle le local tag et ce qu'on appelle le remote tag. Ok. Alors le, le tag en fait du header tout sera tout simplement renseigné en fait ou si vous voulez insérer par l'appelé en fait. C'est l'appelé qui va renseigner ce tag là lors d'une de ses réponses. Ok, soit 180 ringing ou 200 ok. Voilà. Donc voici un peu comment un invite se forme. Donc c'était juste pour vous présenter un peu comment on forme un invite. Ok. Et une fois que l'invite est formé, ben, il sera maintenant envoyé sur le réseau. Ici, nous vous présentons les différentes sources d'informations sur lesquelles justement s'appuie le location server. Alors, nous avons vu hein, que le location server fait partie justement des serveurs qu'il y a dans une architecture SIP. Voilà, généralement, c'est ce serveur-là qui est sollicité soit par un proxy, par exemple, lorsque le proxy, en fait, a besoin de connaître maintenant l'adresse IP courante de l'appelé. OK? Voilà. Donc, le location server peut s'appuyer donc sur une base de données locale. OK, donc c'est ce que nous avons mis ici. BD donc, local, ici, un lien local. Voilà. Ou bien le location server eh bien, peut s'appuyer sur des bases de données externes. En fait, voilà. Donc ici, par exemple, ça peut être une base de données de type Microsoft Active Directory, ok, ou encore un DNS server, ok, parce que l'avantage de ces bases de données externes, c'est que euh, ce sont des bases de données qui ont de grosses capacités en fait. Voilà, vous voyez, vous prenez une base de données comme l'Active Directory, par exemple, c'est la base de données qui recense, en fait, qui reprend ou encore qui contient tous les abonnés ou encore les employeurs, par exemple, d'une entreprise. Ok, voilà. Donc, ces deux bases-là, justement, peuvent fournir des informations au location server. Donc, le location server va donc s'interfacer avec l'AD via du LDAP, par exemple, et le DNS aussi, ça sera bien des enregistrements DNS, ok, qu'on verra. Alors ici, nous vous proposons donc un petit scénario d'appel.
ok, où le proxy en fait va s'appuyer justement sur une base de données. Et ici, la base de données sera justement un serveur DNS. Nous rappelons que ce proxy-là, eh bien, il est à la fois proxy, à la fois registrar, à la fois location server en même temps. Ok, voilà. Donc, sans plus tarder, le client Axel qui est sur un IP phone veut appeler un client qui est sur un PC qui s'appelle lui plutôt TIT. Ok, donc Axel forme son invite. Ok, il envoie son invite. Dans l'invite de Axel, eh bien, il y a un header to, ok, qui indique donc la cible URI de destination, donc la cible URI de l'appelé, donc la cible URI de TIT. Et le from, eh bien, le from indique la cible URI d'Axel lui-même, qui est l'appelant. Okay. Donc, l'appel ainsi donc conçu arrive au niveau du proxy, donc c'est le proxy d'Axel. Okay. Le proxy d'Axel, ben, en tant que proxy, pardon, son rôle c'est de router des sessions, de router des appels en fait, de router des invites si vous voulez. Mais router, ça veut dire quoi? Router, c'est-à-dire forwarder, ok, pousser l'appel vers. Ici, le proxy de la selle va se poser la question vers quelle machine ou encore vers quelle adresse IP dois-je forwarder ce invite, ok? Et pour répondre à cette interrogation, ben, le proxy de la selle en fait va s'appuyer justement sur un serveur DNS. Donc ici, le proxy d'Axel va envoyer donc sa requête DNS, ok, vers un serveur DNS, un de ses serveurs DNS à lui, pour lui poser cette même question, vers quelle machine dois-je router ce appel? Ok. Le serveur DNS, bien, il aura des traitements qui devra faire. Ok. Alors, premier traitement, c'est que le serveur DNS va appliquer donc une résolution sur, on va dire, la cible URI de destination, donc laquelle cible URI était indiquée justement dans la requête DNS que le proxy a eu à faire. Ok. Donc, le DNS, en fait, va faire un premier resolve, ok, sur cette cible URI là. Ok. Il aura un résultat, alors c'est ce que vous voyez ici, donc si plus d 2u underscore c point underscore udp point celltéléphonie.com. Ok. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est un enregistrement DNS de type SRV. Vous savez qu'en DNS, il y a plusieurs types d'enregistrements. Il y a des enregistrements de type A, des enregistrements de type NAPTR, des enregistrements de type CNAME pour tout ce qui est alias, des enregistrements de type MX pour tout ce qui est mail. Ok. Et il y a aussi des enregistrements de type SRV. Ok, SRV, en fait, c'est des enregistrements qui indiquent des services, ok, qui sont implémentés justement. C'est pourquoi on dit SRV. Donc, c'est le diminutif ou encore l'abréviation de service. Ok, donc c'est des services qui sont donc implémentés. Donc là, le DNS est en train de faire une révélation. Ok, le DNS révèle que effectivement cette cible URI là, effectivement, enfin cette adresse là est vraiment rattachée à un service SIP, ok, voilà, et sur ce domaine qui est celltéléphonie.com, ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que underscore c point underscore udp.celltéléphonie.com est vu comme un nom de serveur, ok, c'est vu comme un nom de serveur, et donc le DNS va faire une deuxième résolution, justement, sur ce nom-là, ok, pour cette fois-ci maintenant avoir un enregistrement de type A, ok, lequel enregistrement justement fournit l'adresse IP, justement, sur laquelle ce service est implémenté. Alors, vous aurez compris, il s'agit très bien de l'adresse IP donc de ce proxy-là, qui n'est rien d'autre que le proxy de l'appelé, ok. Alors, nous avons abordé justement cette notion d'enregistrement SRV et NAPTR dans notre module intitulé SIP et ENUM. OK. Donc, vous pourrez très bien effectivement approfondir si le sujet vous intéresse. Mais c'est en gros les traitements en fait qui sont faits au niveau du DNS. Et une fois que le DNS a fini ses traitements, il fait donc sa réponse au proxy de Axel en indiquant bien évidemment l'adresse IP qui est ici. Ok. Donc le proxy donc appelant, ok, donc le proxy d'Axel, ben vu qu'il a la réponse qu'il cherchait, et eh bien tranquillement, il peut router l'appel maintenant vers la bonne machine. Ok. Et une fois que l'appel donc arrive chez le proxy de titre, ben le proxy de titre, ben il saura comment trouver l'appelé, c'est-à-dire
Bien évidemment, le proxy de titre lui-même va certainement s'appuyer sur un location server, ok, pour connaître la localisation, c'est-à-dire l'adresse IP courante de titre. Donc ici, nous vous présentons un scénario de mise en attente. Ok, comment cela se passe? Alors, donc, on a deux user agents, donc 1 et 2, UA1, UA2, qui sont donc en communication et l'un d'eux, donc ici en l'occurrence le user agent 1, décide de mettre l'appel en attente. Donc, quand tu le fais ainsi, alors concrètement, c'est une reinvite qu'il envoie avec un SDP à l'intérieur et le SDP contient, eh bien, le paramètre connection mis à 0 et l'attribut, le paramètre A mis ici à send only. Et il envoie cette offre, ok, à son interlocuteur, donc à UA2. UA2 va répondre à cette offre par un 200 OK qui contient un SDP aussi. Et le SDP de UA2, eh bien, ressemble à ceci. Donc, c'est aussi le paramètre connection qui est mis à 0 et le paramètre A ici qui est mis à receive only. Et il envoie à UA1. Alors, une fois que cette négociation a été effectuée, effectivement, le média arrête de circuler et l'appel est effectivement mis en attente en ce moment. Et donc ici, ils vont répondre l'appel. Et donc l'appel commence par une mise en attente, donc ce qui est symbolisé par arrêt du média. Et l'un d'eux, donc en l'occurrence toujours UA1, va décider de reprendre l'appel. Il va former un invite, un reinvite si vous voulez, avec à l'intérieur un SDP. Et voici un peu ce à quoi ressemble ce SDP là. Bien, on a le paramètre connection qui cette fois-ci n'est plus à 0 mais contient une adresse IP bien précise. Et le A qui ici contient plutôt send and receive. L'UA2 va répondre à cet invite là avec un 200 OK qui lui, cette fois-ci, donc va contenir un paramètre connection aussi qui n'est pas aussi à 0 mais qui contient une adresse IP bien précise. Et le A qui est send and receive. Alors, une fois que cette négociation est faite entre les deux user agents, eh bien, effectivement, on se rend compte que le média reprend. C'est-à-dire, le média recommence donc à circuler entre les deux. Donc, c'est-à-dire que les deux peuvent désormais parler donc et s'écouter aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, dans le scénario que nous avons eu à étudier, euh, le paramètre connection avait été mis à 0 pour faire ce qu'on appelle la mise en attente. Alors, il faut savoir que c'est une méthode qui n'est pas vraiment recommandée parce que, comme il indiquait ici, hein, ça empêche le RTCP de circuler. Ok, donc de contrôler le flux en attente. Et surtout, ça ne fonctionne pas en IPv6. Vous l'aurez compris, les adresses, enfin, le format des adresses en IPv6 n'est pas du tout le même que celui en IPv4. Donc là, vous voyez typiquement que c'est une adresse de type IPv4. Et si on est en IPv6, eh bien, ça ne correspond pas du tout. Donc, c'est un format, c'est une méthode en fait qui ne correspond pas du tout, surtout en IPv6. Donc, globalement, ça ne sera pas vraiment recommandé. Ce qui sera recommandé, c'est plutôt le RFC 3264 justement sur le sujet, qui nous demande donc d'utiliser plutôt l'attribut A, ok, donc de mettre donc cet attribut-là send and receive ou send only ou receive only selon ce que voilà vous voulez faire. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ces différents attributs-là sont détaillés ici en termes de signification. Voilà, donnons tous les détails ici send and receive, receive only, send only et inactive. Donc, si vous voulez voir un peu les autres modules que nous proposons, eh bien, nous proposons le SIP et PSTN, donc interconnexion SIP et PSTN, mobilité et routage en SIP, SIP et VVOIP QoS, SIP and Media Security, SIP dans le réseau mobile, SIP dans le cloud, SIP et Enum. Donc là, nous parlons un peu du protocole Enum.
Et aussi, nous avons aussi le Stick Chicken qui est un framework assez intéressant qui est en train d'être mis en place justement. Il y a aussi tout ce qui est Transip et il y a aussi tout ce qui est communication unifiée, ceux du on-premise, communication unifiée dans le cloud. Ici, nous vous mettons nos coordonnées. Vous pouvez nous rendre visite donc sur notre site officiel www.celtéléphonie.com, plus précisément sur la page Télécom Training. Et sentez-vous aussi libre de nous écrire à l'adresse email makeyourcallseasy@celtéléphonie.com. Eh bien, ce cours dont vous venez de voir un extrait là, eh bien, est un cours intitulé SIP Basics. Et donc, c'est un cours qui traite des aspects basiques, des connaissances basiques et fondamentales du SIP. Et ce cours, vous pouvez l'avoir en intégralité sur la plateforme Udemy. Merci et à bientôt.